Bonjour à tous, dans cette neuvième séance de Django comme promis, nous allons aller un peu plus loin avec toutes les requêtes effectuées sur notre base de données en travaillant avec les différents modèles qu'on a écrits dans la séance précédente et on va aller un petit peu plus loin sur différentes requêtes que l'on peut effectuer et bien sûr on va répercuter tout ça pour avoir un résultat sur les différentes vues pour voir un petit peu ce que donnent ces requêtes directement faites au niveau de Django. Alors vous allez voir, on va regarder quand même on va avoir pas mal de choses à voir quand même, parce que l'intérêt c'est que vous ayez quand même vu pas mal de fonctionnalités, une bonne partie des fonctionnalités en tout cas, avec le gestionnaire qu'on va utiliser. Alors avant de commencer, enfin avant en tout cas d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai bien sûr mis à jour entre deux vidéos un petit peu les exemples, c'est-à-dire que j'ai rajouté ici des enregistrements à la base de données, histoire d'avoir un peu plus de choses, donc un peu plus de mangas, j'ai rajouté également quelques auteurs, et notamment des mangas qui sont issus de plusieurs mangas d'un même auteur, parce que vous allez voir que ça va être un peu plus intéressant, on va dire, pour les requêtes que je vais vous montrer, histoire de ne pas voir que 2-3 exemples. Donc j'ai complété un petit peu, et en termes de code, au niveau pour que vous voyez un petit peu les changements, que vous ne soyez pas perdu entre les changements que je peux faire hors vidéo, j'ai simplement, on l'avait vu de toute façon sur les deux vidéos, sur les gabarits et les filtres, j'ai en fait, pour éviter la répétition dans les templates, vous voyez que j'ai directement en fait mis ça, donc le début de page et le fin de page, je les ai mis à part, et ensuite je les ai inclus dans mes fichiers là. Voilà. L'avantage, c'est que ça évite de répéter en fait le code systématiquement, et vous voyez que dans Index, je ne répète plus la partie doctype avec l'ajout du CSS et ainsi de suite, et là la fin de page, notamment la fin du body et de la balise HTML, pareil ici. Voilà, donc sinon il n'y a pas de différence par rapport à ce qu'on a vu avant, j'ai juste fait un petit peu de correction, un petit peu de réarrangement de code pour éviter de la répétition et optimiser un petit peu tout ça, en tout cas pour la suite. Concernant le reste, on est sur le code d'habitude et on va voir justement tout un tas de requêtes. Django, comme je vous ai expliqué, va par défaut utiliser donc un gestionnaire pour ça, c'est ce qu'on va vous conseiller au maximum pour travailler justement avec la possibilité de réaliser tout un tas de requêtes. On va retrouver toutes les requêtes principales, notamment les requêtes dites CRUD, donc la requête pour ajouter des enregistrements, pour lire des enregistrements, pour les mettre à jour ou en supprimer. Donc create, read, update et delete, d'où le terme CRUD que vous avez peut-être déjà entendu et que vous entendrez encore à ce niveau-là. Nous avons vu dans la séance précédente comment sélectionner des éléments. On l'a vu notamment avec les deux vues principales, c'est-à-dire ici, merci Firefox, ici donc la liste pour récupérer on va dire l'ensemble des enregistrements de la base de données, donc de notre table en particulier, donc c'est ce que nous avons fait ici, d'accord, avec book.objects.all, simplement, petite méthode sur ce gestionnaire, comme je vous l'ai expliqué, qui s'appelle par défaut objects. On pourrait changer son nom directement ici en faisant une instance donc avec une autre variable, mais je vois pas l'intérêt ici, en tout cas, si vous voulez le faire, faites-le. Mais voilà, moi je laisse son nom par défaut, ça va très bien, et c'est suffisamment parlant pour ce qu'on veut faire. Donc on récupère l'ensemble des enregistrements, et ensuite je vous avais dit qu'il y avait une méthode get, donc on peut utiliser une méthode get sur object, d'accord, pour par exemple récupérer qu'un seul élément, mais plus tard, surtout quand on aura des données issues d'un utilisateur par exemple, et bien pour s'assurer de gérer les erreurs, au cas où l'information qu'on recherche n'existe pas, on avait plutôt ce raccourci issu de shortcuts qui permet bien de récupérer l'objet en question que l'on demande, sinon de générer, en fait, de produire un code d'erreur 404, donc une requête HTTP 404, qui permet de renvoyer vers la fameuse page 404, et finalement de bien traiter ce cas d'erreur, où l'enregistrement, le livre en question, le manga en question, n'existerait pas. On avait comme ça ces différents exemples. Encore une fois, je ne vais pas forcément gérer systématiquement tous les cas d'erreur à chaque fois, ça fait partie du principe à vous de voir entre l'erreur qui est produite par la personne qui écrit l'application, qui développe, où là évidemment s'il y a une erreur de toute façon pendant le développement, la personne va le corriger, et l'erreur qui interviendra en production, c'est-à-dire lors de l'utilisation, de la navigation du site, donc par l'utilisateur final. Et ça c'est des erreurs en revanche qui doivent être traitées systématiquement dans les applications que vous développerez. Donc nous ce qu'on va faire, on va revenir, on va revenir très rapidement sur ceci, puisque je vous avais dit qu'on irait un peu plus dans le détail de cet objet-là. Donc pour les requêtes, on va dire de type select, on a vu un petit peu ce qu'il en était. Si je note éventuellement, si je vous mets quelques notes ici, pourquoi pas. Voilà. Donc l'équivalent en SQL d'un select, d'accord. Nous avons vu la méthode all ici, d'accord, qui est pour finalement un select étoile, si on veut récupérer l'ensemble des choses. Donc tous les enregistrements, on va dire, ou en tout cas quand il n'y a pas de clause. Il n'y a pas de clause qui dit voilà, tu récupères seulement sous certaines conditions. Sinon, on a des fonctions comme get qui va récupérer qu'un seul enregistrement, et on a vu, je vous dis, une petite fonction raccourci qui n'est pas issue du gestionnaire cette fois-ci, qui est encore une fois issue des raccourcis de Django. Donc c'est d'autres fonctionnalités, et on a celle-ci, getObject 404. Donc je ne vais pas la noter ici, parce que celle-là n'est pas propre au gestionnaire.
Au niveau des gestionnaires, on a surtout ces deux choses-là qui sont intéressantes en tout cas. Donc ça, nous l'avons vu. Vous savez en réalité faire des requêtes select. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et on l'a même vu avec l'utilisation d'une clé étrangère. Parce que rappelez-vous, on a une classe de livre. Donc si on regarde notre modèle ici, alors je vais enlever le commentaire là, parce que c'était d'avant, plus besoin. Hop, on avait donc la classe livre pour représenter ce modèle précisément de livre, avec un titre, une quantité en stock, comme si on avait une librairie donc en magasin, et un auteur qui, d'accord, est une clé qui fait référence à voilà, un enregistrement dans cette table-là, ce qui en tout cas ici sera représenté aussi par une table SQL. Et là on a un auteur qui est juste représenté par un nom, voilà, et ça suffit amplement par rapport à l'exemple que je voulais vous donner. Donc on a vu vraiment tous ces exemples-là, on a vraiment complété avec beaucoup de choses, donc ça a apporté plein d'éléments. On va aller un peu plus loin maintenant en permettant par exemple l'ajout d'éléments. Pourquoi pas. Ou même avant l'ajout, éventuellement on peut peut-être compléter un peu avec le select. Avant à ce niveau-là, puisqu'on a vu par exemple qu'ici on récupérait tous les enregistrements. Par défaut, on les récupère par identifiant croissant. Vous voyez, si vous voyez le lien ici qui s'affiche en bas à gauche, par exemple, vous voyez que Naruto, c'est le premier, c'est celui qui a le ID 1, et le dernier, celui qui a le dernier identifiant, le 13. Donc ils sont rangés par ordre croissant, par défaut en tout cas. On va pouvoir changer cet ordre, et c'est ce qui correspond en SQL à une clause order by. Ceci, vous connaissez sûrement très bien si vous faites du SQL, sinon il faudra peut-être justement revoir SQL. Et pour ça, et bien sur ce gestionnaire object, nous avons justement une méthode pour travailler avec. Et ça va être vraiment très pratique. On va utiliser, alors on va faire ça sur Books, on va le faire passer ici, directement. Vous voyez, je vais le mettre directement ici. Alors pour que ce soit peut-être plus lisible pour vous, je vais le mettre en plusieurs lignes. Ce sera plus lisible par rapport à ce qu'on montre là. Voilà. On a Books, et directement ici, puisqu'on récupère finalement une query set, donc en fait c'est un jeu d'enregistrement, d'accord, un ensemble d'enregistrements issus de la requête, on peut directement en fait utiliser les méthodes à la suite. Vous pouvez le faire en plusieurs étapes, ça c'est vous qui voyez, mais moi je peux le faire directement ici. Et là je vais les dire en fait order by. Et ici je vais pouvoir lui spécifier sur quels critères en fait je fais mon tri. Donc par exemple, on voit que dans le niveau du modèle on avait titre. Donc je peux dire de les trier par titre de manière croissante. On va mettre à jour, et voilà le tri qui est fait. Donc vraiment, en changeant pas grand chose, on peut changer l'ordre de tri des résultats qui ont été récupérés, des enregistrements récupérés. Donc ça a quand même un côté bien pratique à ce niveau-là. Si on veut faire un tri inverse, vous allez voir c'est très compliqué, vous mettez un symbole moins devant, et vous récupérez les noms en décroissant. Donc vous voyez que c'est pas compliqué à ce niveau-là. On va pouvoir compléter un petit peu pour la suite, parce que là on a vu vraiment ce qui était, on va dire, le plus pratique à ce niveau-là. Notamment, on va avoir une autre clause, avec l'utilisation, par exemple, de limiter le nombre d'enregistrements qu'on récupère. Alors ça, je vais remettre le nom, order by, voilà, c'est vraiment pour vos petites notes si vous voulez, mais ce sera suffisamment explicite. Pour l'équivalent d'une limite, donc en SQL ici, vous avez quasiment rien à faire. Donc là, en fait, je le note, mais en fait, on va pas grand chose. On va utiliser toutes les fonctionnalités que nous avons vues ensemble sur les listes. Par exemple, si je mets ici une valeur comme ceci, n, je vais indiquer de récupérer les x premiers, les n premiers enregistrements. Donc là, ce que je vais faire directement, sur all, vous voyez, je dis je récupère tout, mais je limite à la récupération finalement, ou à, je sais pas moi, un certain nombre d'enregistrements. Donc là, on en a 13, d'accord, par défaut. Alors déjà, je vais peut-être remettre l'affichage par défaut qu'on voit au fur et à mesure. Voilà, c'est remis par ordre d'identifiant. Et je vais récupérer les 5 premiers. On actualise et nous avons récupéré les 5 premiers enregistrements. Donc là, pareil, on utilise à nouveau la syntaxe de Python dans ce genre de cas pour le faire. Comme une liste, voilà. On a une liste d'éléments, comment récupérer, avoir que les 5 premiers. Et on a vu en fait ces fonctionnalités syntaxiques de Python, et ça fonctionne bien évidemment. C'est pas parce qu'on utilise ici un cadre initial, un framework, qu'automatiquement la syntaxe de Python n'existe plus. N'oubliez pas que vous êtes sur du code Python. Tout ce que vous avez appris en Python, niveau syntaxique, niveau fonctionnalité, est parfaitement réutilisable ici. Et ce serait bien sûr dommage de s'en priver. Voilà, comme ça on a complété, on va dire, sur des filtres qu'on applique très souvent sur des requêtes select pas mal. Autre exemple, on n'avait pas forcément vu, et c'est quand même pourtant un cas important finalement au niveau des clauses, qui est la clause where, qui est vraiment une clause qui revient très très souvent sur une requête SQL, notamment pour filtrer les résultats qu'on veut. Qu'est-ce que nous avons pour ça? Eh bien nous avons une méthode filter,
qui va fonctionner en tout cas de plusieurs manières, parce qu'on ne va pas avoir que cette méthode-là, on va utiliser pas mal d'outils aussi. Vous allez voir, au niveau de la notation, ça va peut-être un peu être déroutant au départ, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, ce que je peux faire, alors là, il faudra que je vérifie au niveau de mes enregistrements. Je vais éventuellement aller ici. Je vais ouvrir la base de données, ça permettra de vérifier. Puis surtout pour vous, en fait, pour avoir un visuel. Voilà, les auteurs, les mangas. Les auteurs sont ici, les livres sont là. Ok, on va aller ici. Je vais faire un filter. Et je vais choisir, par exemple, si on voulait dire en fait select, donc sélectionne l'enregistrement dont, eh bien en fait le nom du livre est un tel. C'est-à-dire si on veut vraiment un nom de livre précis. Donc nous on a, alors pas ça, on a par exemple Naruto, voilà, ou même à la rigueur Dr Slump. Donc ce que je peux faire, c'est prendre le nom du champ, title, et Dr Slump. Attention à la casse, selon comment est configurée votre base de données, est-ce qu'elle est sensible à la casse ou pas, parce que ça dépendra de ce que vous notez ici. Et là, bon, on ne va pas récupérer grand chose, bien évidemment, parce qu'on va récupérer celui qui correspond au filtre que vous avez appliqué. Donc ça correspond à faire un where title égale Dr Slump. D'accord? Donc c'est vraiment très simple. On peut filtrer avec d'autres choses. Par exemple, vous avez vu qu'on avait une quantité, ici, de livres, voilà, plus ou moins grande. Donc à la rigueur, ça peut être sympa de dire comment on récupère les livres dont la quantité est supérieure à 10. Comment on fait en fait ce genre de vérification, qu'on fait très régulièrement justement avec une clause where en SQL. Et bien là c'est pareil, vous allez utiliser le champ en question, donc quantity, donc la colonne en question, et là Python va utiliser une syntaxe avec un double tiré du bas, donc le double underscore. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas le droit de mettre ce genre de caractère par exemple sur les nommages de certains attributs, certains modèles, puisque c'est utilisé par Python, et on a quelques petites commandes qui s'utilisent. Par exemple, pour dire, alors on peut utiliser que le égal, d'accord? On peut utiliser que le égal, c'est-à-dire que si vous essayez de faire ceci, ça ne marchera pas. Voilà, j'aurais plutôt commencé par ça. Si on fait ça, on va avoir un problème, d'accord? Il ne va pas comprendre en fait de quoi on lui parle, il ne saura pas faire la différence par rapport à ça. On va avoir besoin d'avoir un véritable attribut, et pour ça, Python utilise certains outils pour représenter en fait, si vous voulez, tous ces caractères-là, d'accord? Les opérations, voire même pour dire par exemple qu'une chaîne commence par certains caractères ou termine par certains caractères. Donc pour ça, on va retrouver différentes choses. Le where, ça va être un cas particulier, en tout cas le filter, pardon, où on va retrouver notamment ces outils-là. Donc ça va peut-être parler à certains. Je crois qu'il y a un S, si je dis pas de bêtises. Normalement, ça starts with, etc. Greater than, lower than, greater or equal than, d'accord? Donc c'est, d'ailleurs c'est... oui, c'est ça, normalement, c'est GTE, pas GET, oui, c'est ça. Greater than or equal, voilà, ça va se dire comme ça. Lower than or equal, etc., etc. Et vous utilisez ces outils, donc ces suffixes, aux valeurs que vous voulez. Donc en fait, je fais ça, plus grand que quoi? Plus grand que 10. Donc ça, j'avoue, ça peut être un peu déroutant comme syntaxe. Parce qu'on prend le nom du champ, plus grand que égal à 10. Donc ça fait bizarre, si on le lit tel quel, de se dire mais plus grand que égal à 10, ça veut pas dire grand chose, on dit plus grand que 10. Mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre, cette syntaxe veut dire que la quantité est supérieure strictement à 10. On va actualiser bien sûr, et là vous allez voir que ça marche bien mieux. Alors il faut vérifier, attention, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Voilà, donc plus grand que 10, on n'a pas limité à 5 par contre. Non, on n'a pas limité à 5. Donc c'est bon. Par contre, j'ai l'impression qu'il en manque quand même. Parce qu'on devrait en avoir 6. Non, c'est bon, c'est moi qui ai mal compté. Tout va bien, ils sont tous là. Fairy Tail, Naruto, Shippuden, Rouge Bonbon, etc. Donc vous voyez, on a filtré à nouveau les différents résultats. Donc ça, très pratique. Très très pratique. Pareil, j'ai pas des noms, alors je crois que je l'ai pas prévu, genre qu'il y ait des noms pareils. Ah bah si, Naruto. Ouais, par exemple, je veux récupérer tout ce qui commence par Naruto, donc j'ai bien fait de le mettre. Eh bien, je peux faire title starts with, et ici, vous mettez Naruto. On actualise, et on récupère tout ce qui commence par la chaîne Naruto. Voilà. C'est également un système de filtre que vous pouvez utiliser. Donc ça, très puissant. N'hésitez pas également à aller plus loin si vous voulez, mais on a déjà plein d'outils pour vérifier en fait exactement ce qu'on a. Si vous voulez vérifier l'égalité, on fait ce qu'on fait habituellement. Encore une fois, voilà. Vérifier une égalité, c'est ça. Et là, en fait, Naruto Shippuden ne sera pas sélectionné, ne sera pas retourné par la requête.
Donc attention à ça, bien prendre en compte tout ce qui va en fait par rapport aux enregistrements qu'on a ici. Bon, je pense qu'on est pas mal. On a fait un peu le tour au niveau de ça. Maintenant, on va voir les différents types de requêtes, ce qu'on avait vu, le select pour de la sélection de données. Maintenant, on va voir surtout les autres types de requêtes pour la suite un petit peu de cette séance. Notamment une insert into, si on veut par exemple enregistrer quelque chose. Donc là, bon, je le note tel quel, je ne sais pas si on mettra des choses en particulier, parce qu'on va voir que ça va travailler avec pas mal d'outils quand même. L'insertion de données, ça va être assez simple. On va travailler, alors on pourrait faire sans méthode sans utiliser le gestionnaire, même si je ne conseille pas forcément, mais le plus intéressant c'est d'utiliser le gestionnaire et notamment sa méthode create, qui permet de créer des enregistrements. Je vous montre rapidement la méthode sans, mais bien sûr, nous on privilégiera ça, parce que c'est pour montrer en fait qu'on peut utiliser tout ce qu'on a déjà vu en Python de base. Il faut savoir que vos modèles héritent, on en avait parlé brièvement je crois dans la séance précédente, de quelques méthodes qui sont disponibles, à savoir une méthode save, qui permet d'enregistrer ou de mettre à jour bien évidemment le modèle, donc c'est ce qui correspond avec sa table SQL associée. Rappelez-vous que les modèles sont fortement liés à ce qu'il y a en base de données, d'accord, c'est synchronisé. Donc dès que vous faites une modification sur le modèle, vous appliquez les migrations et vous avez automatiquement un changement. Donc ça, il faut bien prendre en compte. Et ensuite, on va avoir delete pour la suppression de données. Voilà. Donc ça va aussi être important à ce niveau-là. Donc à tout moment, vous pouvez en fait réécrire ces dernières ou même de toute façon les utiliser. C'est-à-dire que même de base, on peut très bien les laisser telles quelles et s'en servir. C'est-à-dire que je peux, donc pour de l'ajout par exemple, alors on va créer peut-être quelque chose de nouveau, ce sera pas mal. On va déjà aller sur une URL, on va créer une nouvelle URL, on va faire ça. Pas faire ça n'importe comment non plus. On va faire ça comme ça. On va ajouter un nouveau chemin. Je vais faire ajouter livre / views.add. Encore une fois, n'ayez pas peur de mettre des noms plus explicites. Moi, j'essaie de faire plus court pour que ce soit plus lisible pour vous au niveau de la vidéo. Vous pouvez faire comme vous voulez. Donc l'intérêt, c'est quand on a cette URL, d'accord, que ça pointe. Donc en fait, on fait appel même à par ce nom-là dans une URL. Eh bien, on aura en fait l'appel depuis views à la méthode add. Donc au niveau ici du template, ça revient à faire ceci. Alors je vais mettre un petit lien ici. Alors bien sûr, on verra par la suite, ne vous inquiétez pas, comment on peut travailler avec de l'administration directement, comment on peut faire des formulaires. Voilà, si là je fais tout manuellement, c'est parce qu'on n'a pas encore vu tout ça. Comment valider des formulaires, etc. Donc c'est d'autres choses qu'on verra au fur et à mesure. Donc là on va utiliser ce qu'on a déjà vu plein de fois, URL, mangalib, et ça va être add. Voilà. Donc juste faire ça. Vous voyez, ça correspond à tout ce qu'on a vu précédemment. Où on passe ceci, j'indique pas d'informations ici, on va bien sûr ajouter la même chose, sachant en plus que les noms ici sont uniques, on pourra le faire qu'une fois, sinon il va y avoir une erreur d'intégrité donnée, parce qu'on essaye d'ajouter un livre dont le nom existe déjà, mais pour l'exemple ça ira très bien. Je vais compléter ici, add, request, ça il n'y a pas de problème, et on verra par la suite ce qu'on fait au niveau de l'ajout des données, d'accord. On commence déjà par récupérer. Oui, il faut qu'on récupère l'auteur en question que l'on voudrait. Vous voyez, par rapport, comme on a besoin en fait ici de faire un ajout de livre et que ça dépend notamment d'un auteur, puisqu'on a une clé étrangère, on va être un petit peu obligé de faire ça. Donc comme ça, je vous montre un peu si vous voyez le cas plus complet. On va récupérer l'auteur. Ça va pas changer. On utilise le gestionnaire object. La méthode get, je ne fais pas un get object or 404 ici, c'est pour vous montrer ce que de toute façon c'est moi le développeur qui note, donc s'il y a une erreur ça plantera au développement et pas à l'exécution finale, donc après on voit. Je vais sélectionner l'auteur qui s'appelle Akira Toriyama peut-être, on va prendre. Voilà, donc on peut noter bien sûr comme ça, on n'est pas obligé de passer juste par l'identifiant, donc attention à l'orthographe, il faut que ce soit correct avec ce que vous avez en base de données, c'est important, donc ici. Voilà, normalement on récupère l'enregistrement de l'auteur, on l'a ici, donc pas de problème. Et à partir de là, on pourra ajouter quelque chose de nouveau. Donc là on n'avait que Dragon Ball je crois dans la base, oui. Donc par exemple si on va ajouter Dragon Ball Z, on va pouvoir le faire aussi. Et on pourra directement mettre tous les enregistrements. Donc ce que je vais faire, je prépare le livre et je fais un ajout comme ça, book, directement. Alors c'est pareil, je pense que là il va falloir
Voilà, importer l'auteur qu'on n'a pas, parce qu'évidemment, comme ici on fait appel à ça, il faut qu'on l'ait. Book. Et vous pouvez instancier ce dernier. N'oubliez pas que vous avez un modèle de livre, et donc les différents champs vont correspondre à ça. D'accord, les différents attributs. Donc on pourrait sans problème dire voilà, title, etc. Et je mets chaque information. Donc il faut bien les nommer, hein. Ça c'est obligatoire sinon vous aurez des erreurs. Et ensuite, l'auteur, hein, bon là déjà d'avant, on a l'auteur ici. Et une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à sauvegarder le livre. On ne sauvegarde pas ça parce qu'on ne met pas à jour d'auteur, on n'a fait que le récupérer, c'est tout, c'est l'ajout d'un livre qui est important. Donc dès que vous allez faire l'appel à save, vous allez automatiquement enregistrer l'enregistrement à la base de données. Donc ça, c'est l'utilisation telle qu'elle. Vous voyez, on utilise les fonctionnalités de Python, on fait appel directement au constructeur en fait de Book, mais il n'y a pas de problème. Nous, on veut travailler avec le gestionnaire de préférence. Donc ici, dans ce cas-là, ça n'aura pas beaucoup de différence, mais l'avantage, c'est qu'on passe encore une fois par le gestionnaire. Donc ça va être book.objects.create. Voilà. Et create, il va s'occuper de faire tout l'enregistrement lui-même. Il va faire l'instance, il va créer l'instance de Book et faire l'enregistrement en base de données. Vous voyez, il fait en fait les deux étapes en une seule. Et l'avantage, encore une fois, c'est que vous utilisez les outils de Django. Autant s'en servir, ils ont été créés pour ça, conçus pour ça, donc on s'en sert au maximum. Donc je vous ai montré l'exemple sans l'usage des gestionnaires, parce que ça peut éventuellement être utilisé dans des cas bien précis. Mais là, par rapport à ce qu'on a, ça va très bien de passer comme ça. Donc on récupère l'auteur qu'on veut. Ensuite, on crée un nouvel objet Book avec les informations qu'on veut. L'auteur qui sera bien pris comme il faut. Et donc ça va bien récupérer son identifiant en base de données, il n'y aura pas de problème. Voilà pour add. Alors est-ce que je n'ai rien oublié? Est-ce qu'il ne faut pas avoir oublié à moitié? On fait dans l'ordre. On va cliquer ici. Il faut que l'URL elle match avec ce qu'on a. Donc il faut que ça envoie sur ajouter livre ou éventuellement ça, mais là ça va être bon, puisque add correspond à ajouter livre. Ok, et ensuite, parce que j'ai pas forcément envie de rester sur une page comme ça quelconque, il faut qu'on retourne quelque chose. Et ici on va faire une petite redirection. Et le plus simple, c'est de passer par là. On va ajouter le raccourci redirect, comme ça on fait une redirection vraiment très simple. Et je vais faire ceci. Index. Voilà, encore une fois l'avantage, vous voyez, des routes qu'on a utilisées, le fait qu'on ait nommé ici là, au niveau de l'application pour les routes, c'est qu'en mettant Mangalib, donc le nom de votre application, 2 points, le nom ici pour finalement le chemin, et automatiquement vous avez pu à mettre des chemins en dur avec les noms exacts. Et demain, si on veut changer le nom ici, ajouter livre par add book ou ajouter manga, vous voyez, on ne change pas le code. Parce que comme on fait appel ici à add et jamais on mentionne ça dans les URL, pas de problème. Voilà, ça changera au niveau de votre URL, visuellement évidemment, mais vous au niveau du code, vous n'aurez pas de mise à jour à faire à droite à gauche. Voilà. Donc ça, pensez-y, c'est vraiment le genre de syntaxe qui est quand même bien plus pratique. Bon, une fois que j'ai tout sauvegardé, normalement c'est bon. Donc on va actualiser pour tout avoir. Peut-être d'ailleurs remettre les livres tels quels, ce sera pas mal. On va mettre ça. Ok. Par contre, j'ai l'impression qu'il m'a pas gardé quelque chose que j'ai pas complété. Ah oui, j'ai pas le mais pas le bouton. Au secours, il n'y a pas de texte. Tout va bien. C'est bon. Voilà, donc j'ai mis un petit lien, plus simplement. Vous voyez que quand je passe la souris dessus, en bas à gauche de votre écran, c'est bien marqué. Ça arrive donc sur /manga/ ajouter livre. Donc vous voyez, il a bien trouvé le chemin, donc a priori c'est déjà bon signe. On clique dessus, donc là on voit qu'on avait 13 enregistrements. Il n'y a pas de Dragon Ball Z dans la liste. On fait le plus, et vous voyez qu'il a bien ajouté Dragon Ball Z. D'ailleurs, si je clique là, hop, on trouve bien la quantité que j'ai enregistrée. Il a bien retrouvé l'auteur, donc c'est qu'il a bien été ajouté. Et si on veut vraiment s'assurer de tout, on va en base de données, on vérifie qu'on l'a bien. Donc là, est-ce qu'on peut l'actualiser directement là? Voilà. Et là, normalement, on doit avoir Dragon Ball Z, voilà. 14e, donc si je les range par identifiant, il a bien été ajouté à la base avec le bon identifiant qui fait référence, voilà, qui est une clé étrangère, qui fait référence au bon auteur, identifiant 1. Donc tout est bon à ce niveau-là. C'est encore une fois très logique et très simple. Une fois que vous avez compris vraiment le principe, ça ne vous posera pas de problème. Le gestionnaire est vraiment là pour vous faciliter la tâche. Vous avez ce gestionnaire-là sur les modèles que vous utilisez et vous avez plein de méthodes pour effectuer tous les types de requêtes. Et vous avez remarqué, le côté très intéressant surtout, c'est que bon, déjà vous n'écrivez pas de SQL en dur, donc pour ceux qui détestent ça, tant mieux pour vous. Et on s'occupe pas en fait on s'embête pas en fait avec tout ce qui est jointure, tout ce qui est clé étrangère, mais le fait qu'en réalité on a besoin de faire appel à des données de 2 tables différentes pour récupérer tout. Non, là on dit on récupère tous les livres et Django fait le nécessaire pour faire l'association avec toutes les bonnes références et récupère tous les auteurs correspondant à vos livres.
Et c'est pour ça qu'à tout moment, on peut facilement afficher, comme ici, vous voyez, le nom d'un auteur par rapport à un livre, alors qu'à la base, on a juste fait une requête sur les livres. On n'a même pas été chercher de nous-mêmes les auteurs. Donc c'est ça qui est quand même très puissant et très intéressant au niveau des outils qu'on a. Voilà pour une requête, en tout cas, compléter un petit peu par rapport à ça. On a fait un peu le tour sur l'ajout. Donc on a vu le insert qui fonctionne très bien avec create. Si vous voulez faire de la mise à jour, ça va être très simple. Mise à jour finalement, alors là il faudrait que j'ai quelque chose d'autre, qu'on fasse un autre nom. Est-ce qu'on fait un autre chemin ou est-ce qu'on le change directement là? On va le faire là. Le problème c'est que ça risque peut-être de vous perdre vous, donc on va juste... Non, je vais refaire un autre chemin. Sinon je sais qu'il y a des gens qui vont se mélanger, ça va être compliqué. Je vais faire directement modifier, ça va modifier le même, tant pis, c'est pas grave. Edit. Voilà, je préfère faire ça comme ça. On va refaire un autre chemin. Edit. Je vais mettre, c'est comme symbole, je sais pas, un slash, un P, un E, allez un E, voilà, c'est super. Donc ça va faire appel à edit, il va bien matcher avec ça, ok, il va chercher une méthode edit et on va aller l'écrire directement. Request. Bien sûr, si plus tard on passe par des formules, on le verra, on aura ça en paramètre de méthode pour savoir quel livre on a voulu supprimer éventuellement. D'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait le faire en fait sur le champ modifié. On le fera pour la suppression, ce sera peut-être plus sympa parce que l'édition on va faire manuellement, c'est pas grave. Donc pour ça, comme on veut modifier un livre en particulier, vous voyez ce qu'on a fait ici pour récupérer un livre en question. Bon, je vais reprendre le même truc, d'accord, ça pourquoi pas. En récupérant un livre en question, donc je ne veux pas récupérer n'importe quoi. Alors, je vais récupérer celui qui s'appelle Dragon Ball. Voilà, c'est le choix qui est fait. Okay. Encore une fois, j'aurais pu passer par get puisqu'on est sûr qu'il y est, puisque je le note manuellement, on sait qu'il est dans la base de données, donc c'est sûr qu'il n'y aura jamais d'erreur 404 pour ça, mais c'est pas grave. Je fais ça. Ok, ça c'est bon. Ah oui, mais du coup, je veux pas le mettre dans le contexte tout de suite. Non, je veux pas le mettre dans le contexte justement. Je fais des bêtises là. Hop, parce que j'ai recopié-collé du code, donc non, je veux juste faire ça, voilà. Et on va quand même passer par get, voilà. Comme ça, pour vous montrer vraiment, on va essayer de pas trop vous embrouiller avec tout le code qu'on a. On récupère le livre qu'on veut. Donc celui qui a le nom Dragon Ball. Et vous avez tout dans cet objet. C'est une instance. Vous avez une instance propre au modèle. Et forcément, tel que vous l'avez défini avec les champs qui sont définis, donc ces attributs, vous pouvez les modifier. Comme vous le faites en Python. Comme on modifie la valeur d'une variable en Python, avec l'opérateur d'affectation. Donc bien sûr sur l'attribut en question. Donc je fais ça. Alors désolé pour les gens qui aiment bien. On va mettre Dragon Ball Super, ce que GT ça me fait mal. Mais Super ça sera peut-être moins catastrophique que GT. Désolé pour les puristes de Dragon Ball GT. Voilà, on fait ça. Et après, écoutez, vous savez comment enregistrer. Fin. On fait une petite redirection pareil, pas s'embêter. Et voilà. On actualise. Voilà. On a bien Dragon Ball et Dragon Ball Z. J'appuie ici. Hop, et j'ai une erreur bien sûr parce que j'ai fait n'importe quoi. C'est pas name, c'est title. Hein. Name, c'est pour les auteurs. J'ai mis ça, j'ai différencié justement titre de livre et nom d'auteur pour pas mettre le même nom. On recommence. Et voilà, Dragon Ball est devenu Dragon Ball Super. Et si je reviens ici, on voit que c'est bien Dragon Ball. J'actualise, hop, et c'est bien Dragon Ball Super. Donc on a la modification qui a été effectuée, il n'y a pas de problème. Si vous voulez effectuer une modification sur plusieurs enregistrements, vous pouvez le faire. Voilà, vous faites simplement mettre à jour tout, en faisant par exemple un all, et directement vous modifiez après tous les changements que vous voulez. Vous pouvez bien sûr filtrer à certains enregistrements grâce à Filter. Donc je ne vais pas forcément vous le montrer en vidéo parce que ça ne servira à rien, ce serait redondant avec tout ce que je vous ai montré avant. Mais comprenez que vous pouvez cumuler, d'accord? Vous êtes sur le même gestionnaire, donc vous pouvez cumuler plusieurs méthodes différentes pour faire votre requête sur l'ensemble des enregistrements que vous avez récupérés, si vous les récupérez tous, ou sur certains en fonction des filtres que vous appliquez. Et après même pourquoi pas proposer un ordre de tri, par exemple quand on fait simplement de la sélection. On peut faire ce genre de choses aussi. Donc vraiment, à vous de voir, hein, vous pouvez vraiment compléter à ce niveau-là, et vous avez plein de possibilités. Il ne nous reste plus qu'un cas, pour avoir fini cette petite séance.
notamment pour la suppression. Donc je vais déjà ajouter ça là. Tac. On va aller dans delete, voilà, avec un moins. On va faire le chemin, comme ça vous n'aurez pas la même chose. Hop, supprimer livre. Ok. Ok, alors ça peut être un nom réservé par contre. Donc éventuellement je vais faire remove, parce que delete est utilisé comme méthode. On va éviter donc de réécrire une méthode, donc attention, éventuellement. Encore une fois, je pourrais mettre des méthodes beaucoup plus explicites comme ça. Pourquoi? Parce que dans les modèles, j'ai plusieurs choses. Donc j'ai à la fois book, author. Donc c'est vrai qu'ici, de mettre plutôt remove book ou autre chose. Voilà, parce que si je veux faire la même chose pour auteur, du coup le add il correspond à quoi? Donc c'est pour ça que je vous ai dit, moi je mets des noms très courts, mais bien sûr vous dans un cas plus explicite, plus concret, il faudra mettre des noms bien explicites, qu'on sache à quoi ça correspond exactement. Donc remove, je vais mettre simplement, et comme ça j'ai plus qu'à écrire la vue correspondante, même si elle est temporaire, c'est une vue de redirection qu'on appelle ça. Et voilà. Donc request, ici on aura ça à la fin, comme ça c'est fait. Et on va pouvoir compléter. Donc quel livre on supprime? On peut tout supprimer, comme on peut en supprimer qu'un seul, donc ça c'est à vous de voir. D'accord? C'est vraiment vous qui voyez. Donc là ça va être très compliqué, vous allez voir, parce que vous devez sélectionner les livres en question, et ensuite vous utilisez la méthode delete sur ce que vous avez récupéré. Très compliqué, je vous avais dit. Donc n'oubliez pas, l'avantage d'avoir les modèles ici qui fonctionnent de pair avec ce qu'il y a en base de données, cette synchronisation encore une fois, fait que tout ce que vous allez faire sur les instances que vous récupérez ici va ensuite se répercuter, quand bien sûr il y aura des enregistrements de fait ou des suppressions, sur la base de données. Donc là ça revient à faire la même chose. Par exemple ici j'avais Dragon Ball, même carrément ce que je peux faire c'est tout ce qui commande, ça va faire beaucoup de choses. On va faire ouais. On va filtrer, on peut faire ça comme ça. Bon, le titre starts with, commence par Dragon Ball, d'accord? Donc logiquement, on va récupérer lui et lui, ok? Et une fois que j'ai ça, ils seront récupérés dans cette instance, d'accord? Dans cette liste-là, dans ce query set. Je n'aurai plus qu'à faire book.delete. Voilà. Pareil, il y a une chose que j'ai pas dit, mais ça relève plus, on va dire, du HTML qu'autre chose. Vous pouvez faire des pages, par exemple, de succès ou des pages d'erreur. Vous voyez que là, par exemple, à aucun moment, j'affiche un message pour dire ce manga a bien été supprimé de la base de données ou de la liste, etc. Bien sûr, vous pouvez le faire. Encore une fois, moi, je suis là pour vous montrer les fonctionnalités là. Je suis pas là pour vous faire un cours de HTML et vous expliquer comment on affiche des pages HTML pour indiquer qu'une opération a réussi. Vous êtes censé déjà savoir le faire si vous êtes sur ce cours-là. Donc bien évidemment, on ne fait pas des requêtes comme ça sans prévenir l'utilisateur de ce qui s'est passé et de l'action, ou en tout cas du résultat ou de la conséquence de l'action qu'il vient de faire. Ça va de soi. Donc là, je récupère ce que je veux supprimer, je le supprime, on fait la redirection vers la page d'accueil, terminé. Donc si j'ai rien oublié, voilà, on fait le petit moins, donc vous voyez, il y a bien Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, je fais ça, ils ont visiblement disparu, on va vérifier en base de données que c'est bien vrai, et vous voyez qu'on n'a plus de jeu. On n'a plus de manga, Dragon Ball, quel qu'il soit, de la base de données. Et voici comme ça qui termine un petit peu l'ensemble des requêtes que nous avons vues. Donc dans cette séance, pour résumer, on a fait, là on est allé un peu plus loin en tout cas sur l'objet, object plutôt, qui est donc un gestionnaire de requêtes, notamment sur les requêtes pour récupérer des données, pour les sélectionner. On a bien sûr vu tous les types de requêtes principaux, c'est-à-dire l'ajout d'enregistrement, la mise à jour, la suppression. On a également vu quelques clauses pour notamment filtrer des résultats avec l'équivalent de la clause where, SQL, gérer un tri par rapport aux résultats qu'on a, limiter également le nombre d'enregistrements qu'on récupère. Voilà, et on a mis tout ça en place un petit peu au niveau des vues, au niveau également des gabarits, pour voir un peu comment que ça se passe. Vous aurez remarqué en tout cas tout le long, nous n'avons jamais retouché à ces modèles. De toute façon, si j'avais modifié ces modèles comme je vous l'avais dit précédemment, il aurait fallu à ce moment-là refaire la migration, rappelez-vous, préparer les migrations et les faire ensuite, pour que ce soit parfaitement appliqué. Parce que c'est grâce à ça, encore une fois, si on n'avait pas ce code-là, tout ce qu'on fait ici n'aurait aucun effet sur la base de données, ça ne se passerait pas. C'est vraiment ici parce qu'on a créé des migrations qui fait la relation entre les modèles, les instances qu'on a ici, les modèles de données, avec ce qu'il y a en base de données, donc les tables. Et c'est ça qui permet, avec des simples fonctionnalités ici de Django en Python,
de pouvoir répercuter ça sur la base de données. Donc c'est très pratique. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Ce que je peux vous par contre compléter pour finir, parce qu'il y a peut-être des gens qui utilisent certains petits, qui ont des petites de relations particulières dans leur base de données. Parce que là, bon, on a vu avec les clés étrangères, donc ça parle assez. Je ne vais pas forcément les écrire parce que c'est assez simple, mais je vais vous donner quand même les noms, parce que c'est bien de le savoir. Par exemple, si vous avez une relation many to many, vous savez, quand vous avez par exemple une base de données, en fait, et on a d'ailleurs même pu l'appliquer ici, de se dire, bah, en réalité, on a, alors non, pas many to many ici, non, ça marcherait pas forcément, mais en gros, de dire que nous avons, je cherche un exemple qui soit pas trop compliqué, donc une relation many to many, où en fait vous avez une table A, d'accord, qui peut être en fait reliée à plusieurs enregistrements de B. Et en même temps, un enregistrement de B peut être lié à plusieurs enregistrements de A. C'est ce qu'on appelle une relation many to many. Ça correspondrait en fait à une relation étoile-étoile, en gros, astérisque-astérisque. Ce genre de relation. Si par exemple, vous voulez ajouter plusieurs choses, d'accord, du style, on veut ajouter, je sais pas moi, on va ajouter d'autres enregistrements à ce que l'on a. Vous avez au niveau des champs, parce que je ne l'avais pas forcément montré, je crois, dans la vidéo précédente, donc c'est pas mal de le voir ici, la possibilité de créer un champ many to many. D'accord ? À tout moment, je peux faire donc, vous voyez ici un champ, hein, comme j'ai là, ici. Donc je peux créer un nom qui servira d'attribut pour le modèle, d'accord, comme ceci. Et ensuite, bah, j'ai mon nom de modèle, my model, object. Pardon, j'ai des bêtises en plus, c'est models tout court. Et ici, au lieu de créer un char field, integer field, etc., on peut créer un many to many field. Comme on faisait ici une foreign key, d'accord, qui correspond à une one to many en fait, hein, au niveau des relations en SQL, si on va faire une many to many, vous avez ce cas-là. Voilà, c'est un cas un peu particulier. Et par exemple de dire, bah, c'est rattaché à la table B, voilà. Ou en tout cas le modèle, voilà, modèle B, parce qu'en fait ici on parle de modèle, d'accord. Donc ça, c'est par exemple ceci. Donc là, au final, je me retrouve à écrire un peu de code, mais je veux dire, je ne vais pas faire un exemple fonctionnel. C'est vraiment pour montrer rapidement. Voilà. On écrit un modèle A, on a un champ dans ce modèle A, qui est donc un champ many to many, et qui fait référence à un autre modèle. Voilà. Ça, c'est quand vous avez des relations many to many. Bah, dans ce genre de cas, si vous avez ce genre de cas précis à gérer, et vous voulez par exemple faire, je sais pas moi, de l'ajout de données, un petit create, ça se traduirait principalement par déjà de récupérer l'information qu'on veut. C'est-à-dire si je prends le cas du livre par exemple, ici, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens, mais on va le faire comme ça. Je récupère le livre que je veux, bon, par exemple celui qui a l'identifiant 1, c'est très bien, primary key 1. Je crée un nouvel auteur, mettons je dis, bah voilà, mon livre il peut avoir plusieurs auteurs, et finalement, un auteur il peut avoir écrit plusieurs livres, d'accord, il peut avoir plusieurs livres. Donc vous voyez, on peut avoir une relation many to many qui serait tout à fait logique en fait dans ce genre de cas. Eh bien, je choisis de créer un auteur. Donc qu'est-ce qu'on a vu pour créer un enregistrement? Bon, on a vu create. Donc je crée mon auteur, donc name, hein, Chuck Norris par exemple, auteur de manga, pourquoi pas, hein, finalement, ça existe hein, tous les jours. Voilà. Et ensuite on dit, pour book, on avait un champ qui concernait tous les auteurs, donc ce serait un petit peu ce champ-là, d'accord. En fait, si je venais à faire ça, voilà, c'est comme si ici pour book, voilà, on avait fait ça en fait. Au final, voilà, on peut avoir un exemple précis, d'accord. On avait un champ non pas auteur au singulier, mais auteur au pluriel. Donc en fait, qui voudrait dire qu'il y a plusieurs auteurs potentiels d'un même livre. Et qu'un auteur, lui, a écrit éventuellement plusieurs livres aussi. Et bien dans ce genre de cas, ce champ authors, d'accord, plusieurs, issu de book, vous faites référence à ce dernier. Donc ça ne change pas. Et vous utilisez ici la méthode add. Voilà, il y a cette méthode qui existe au niveau du gestionnaire de requêtes. Et là, vous ajoutez l'auteur en question. Et ça va faire la liaison. Ça veut dire qu'en fait, on ajoute ce dernier à la liste des auteurs déjà existants du livre. Donc ça, c'est ce qu'on aurait comme code pour une relation many to many. Donc pour ça, je ne l'ai pas montré directement, vous voyez qu'un exemple complet, parce que c'est des cas peut-être plus rares, même s'il y en a quand même, mais je veux dire, on a déjà vu pas mal de choses, hein, ça fait beaucoup de choses à digérer au niveau de Django, mais sachez que si vous avez besoin de faire une relation many to many, vous avez ce genre de cas-là qui est possible. D'accord ? Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Et après, pour l'autre, de toute façon, comme la relation one-to-one, d'accord, donc relation, je vais vous l'écrire, one-to-one. Donc une relation, en fait, on a
pour, par exemple, je sais pas moi, un utilisateur qui possède une seule identité bancaire, et une identité bancaire est forcément détenue par un seul utilisateur, d'accord? Donc là, on a parfaitement une relation one-to-one. Et ben dans ce genre de cas, ça revient en fait à faire des ajouts, des mises à jour là où vous voulez, d'accord? Et en fait, ils partagent tous les deux le même identifiant. C'est-à-dire que si par exemple vous mettez à jour, je sais pas, pour l'utilisateur ses infos à lui, vous mettez à jour les infos de sa table. Donc ça va pas changer son identité, vous voyez, ce qui c'est pas relié directement, c'est séparé. Par contre, si vous voulez modifier que ces infos-là, vous modifiez en fait que cette table et pas celle-là. Donc ça fait aucune différence avec une requête tout à fait classique. C'est juste que les deux on partage le même identifiant, donc la même clé primaire, parce que cette table-là a autant d'enregistrements qu'il y a d'utilisateurs. C'est-à-dire que pour chaque utilisateur de la table A, il y a autant d'identités dans la table B, d'accord? Il n'y a pas plus d'identités multiples. Et on n'a pas une identité qui est partagée par plusieurs personnes différentes. Ça n'aurait aucun sens. Et donc dans ce genre de cas, ce que vous aurez comme différent en termes de code, c'est que vous allez faire les modifications là où vous voulez, ou faire des récupérations de données, etc. Et si vous avez des enregistrements à prendre en compte, ou des suppressions, vous le ferez sur les tables en question. Donc si vous avez en fait plusieurs modèles, par exemple vous avez récupéré l'utilisateur, vous avez mis à jour, vous mettez à jour l'utilisateur, et si vous avez aussi mis à jour son identité, que vous aviez récupéré dans par exemple une variable qui s'appelle comme ça, vous mettez à jour son identité avec ça. Donc c'est juste que vous aurez 2 fois plus de code en gros, puisque vous mettez à jour, vous enregistrez en fait ce que vous voulez. Donc pareil, je vous ai pas fait un exemple complet avec ça, parce que ça me semble logique. Je vous ai dit que pour mettre à jour un modèle, donc mettre à jour des enregistrements en base de données, on utilise save. Donc évidemment, si vous mettez à jour deux modèles, donc 2 tables, vous utiliserez 2 fois save. Et s'il y avait 10 tables, vous aurez 10 fois 10 instructions avec l'appel à save. Ça, c'est tout à fait logique par rapport à ce que je vous ai dit avant. Mais voilà, je tenais quand même à faire une petite parenthèse dessus pour dire qu'on l'a vu quand même, qu'on n'a pas passé outre ça, parce que c'est des choses quand même qui ont leur importance, et c'est peut-être des relations que vous aurez au niveau de vos bases de données SQL, et que vous aurez peut-être dans vos applications ici avec Django. Donc au moins on aura fait un peu le tour là-dessus, je vous aurais donné quelques petits détails sur cette partie-là. Et je pense qu'on est bon, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer, j'avais pas d'autre chose en particulier. On a fait le tour, on a même vu les clés étrangères, on a vraiment complété le plus. Donc vous avez plein de possibilités. Petite indication de fin, si vraiment vous vouliez écrire du SQL pur et dur vous-même, mais je vous montrerai pas après toutes les méthodes pour pouvoir trier les résultats ou autre, vous avez la méthode row. Voilà, on peut utiliser la méthode row sur le gestionnaire, et là vous pouvez écrire du SQL dur. Hein. Donc là, c'est-à-dire qu'ici au lieu de faire ça, on fait directement un row, et puis là on note tout quoi. Et on note la requête complète avec le nom de la table, etc. quoi. Je sais même pas ça s'appelle, c'est book ou book. Ah non, c'est Mangali book. Voilà. Et là, vous pouvez faire vraiment de la requête en dur, mais bien sûr, ça c'est si vraiment vous avez une requête tellement complexe que les outils de Python ne permettent pas de la produire, en fait, de la déduire directement. Donc c'est pour ça que Django a intégré cette méthode dans ces cas précis, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre tous les types de requêtes inimaginables au monde. Donc dans le cas où vous tomberiez vraiment sur ce genre de requête où Django ne peut pas proposer une méthode pour la récupérer, pour l'exécuter, vous pouvez écrire du code SQL en dur si besoin. Mais c'est vraiment utilisé en dernier recours quand vous avez épluché toutes les fonctionnalités, que vous savez que le cadre initial propose absolument rien pour que votre requête bien complexe, et qui aurait peut-être sûrement besoin d'ailleurs de la corriger et de trouver un truc plus simple, ne peut pas être pris en charge directement par l'outil. On en restera avec ça. On a fait le tour pour moi, on est pas mal. Alors avec les vidéos prochaines, je ferai sûrement du nettoyage, je ne laisserai pas forcément tout ça, donc il va y avoir du code enlevé pour d'ici la prochaine séance, il y a des chances. Mais au moins vous avez vu un peu, on a fait le tour de beaucoup de fonctionnalités. Permettez comme ça de voir un peu tout l'ensemble au niveau du gestionnaire de requêtes, puisque c'était le sujet quand même de cette séance. Je vous dis à bientôt pour la suite, on va aborder d'autres choses, on aura à parler des formulaires, notamment de leur validation. On verra également, plutôt que de faire tout ça manuellement, comment on peut finalement générer un panneau d'administration, d'accord, ce qui nous permettra encore une fois, d'avoir ces fonctionnalités toutes prêtes. C'est-à-dire quand on veut ajouter, mettre à jour, supprimer des enregistrements ou même en lister, toutes ces choses-là, est-ce que Django propose des outils pour le faire, pour qu'on n'ait pas à faire ça manuellement pour chaque modèle qu'on a, ce qui peut être assez finalement redondant, et c'est une fonctionnalité, je veux dire, très récurrente quand on écrit des sites web, des applications, c'est quelque chose qui revient très souvent, donc bien évidemment Django a prévu tout ce qu'il faut par rapport à ça, et on le verra dans des séances prochaines. À bientôt.